Bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous vous présenter vos études et votre parcours professionnel? Alors ça, vous n'allez pas être déçus du voyage parce que je suis Catherine Evrard, présidente CE Consultant, société que j'ai créée il y a 25 ans, qui est une société de chasse de tête de cadres dirigeants et jeunes à fort potentiel. Nous venons de fêter notre 1000e recrutement. Je suis autodidacte puisque j'ai un bac philo et ensuite j'ai souhaité travailler immédiatement. Ce qui est assez amusant puisqu'à l'heure actuelle je juge des gens bardés de diplômes et des dirigeants et donc je trouve qu'il y a un petit paradoxe qui est intéressant et donc nous venons de fêter notre 1000e recrutement comme je vous le disais. Alors j'ai passé 2 tiers de ma carrière professionnelle à faire du marketing de grande consommation chez Kodak, Pathé, L'Oréal puis Procter où j'étais directeur marketing. Ensuite j'ai dirigé des journaux actuels aux côtés de Jean-François Bizot et là nous avons lancé la musique noire, les créateurs de mode, les peintres contemporains, puis un magazine politique qui s'appelle Magazine Hebdo, dont j'étais le directeur général, pour devenir chasseur de tête, comme je vous le disais, il y a 25 ans, où j'ai créé ma société, après avoir été quelques années, très peu, chez les autres. Et d'ailleurs, je me demande encore pourquoi je suis devenu chasseur de tête. Je crois qu'on avait acheté mon carnet d'adresses. Et puis, à partir de là, j'ai écrit un concept. J'ai essayé, je pense, avec mon équipe, d'être sérieux, mais en même temps très créatif et innovant. Et voilà, je pense que nos clients ne sont pas mécontents. Alors, vous chassez quelle tête? Alors, nous chassons 70% de cadres supérieurs. Donc, ce sont des dirigeants de grands groupes internationaux, voire de PMI. Tout secteur d'activité confondu et tout type de poste. Je n'ai jamais voulu qu'on me mette dans une boîte, donc je suis totalement généraliste. Et nous chassons également 30% de jeunes à fort potentiel qui ont 3 à 5 ans d'expérience professionnelle et qui seront les patrons de demain. Alors, comment vous y prenez? Vous allez chercher où? C'est pas difficile, c'est en partant d'un besoin d'un client. Je crois que votre émission s'adresse à des jeunes étudiants. Il ne faut jamais oublier que le chasseur de tête, il part d'un client qui a un besoin. Et pour ce client, il va soit débaucher, soit se débrouiller pour trouver les 3 meilleurs. Donc dans mon métier, nous appelons 50 personnes, j'en reçois une dizaine et j'en présente 3 à nos clients. Nous en présentons 3. D'accord. Et forcément, vous n'avez pas d'étudiants directement. Ça ne fait que 25 ans que nous avons 2 étudiants tous les ans, mais qui sont en stage. C'est-à-dire que, et entre parenthèses, j'ai gardé d'excellents contacts avec presque tous. Et ils ont beaucoup appris ici parce que comme nous sommes un chasseur de tête généraliste, ça leur a vraiment ouvert l'esprit sur les types de postes, les secteurs d'activité, les sociétés. Parce que vous voyez, ils ont pu enfin faire des différences entre le commercial et le marketing, entre la supply chain et la distribution, le retail, etc. etc. Mais j'en prends un petit peu moins en ce moment. Enfin, j'en ai eu 2 pendant 25 ans tous les ans. Voire certains qui restaient 2 ou 3 ans en stage. C'est-à-dire qu'ils venaient quelques heures par semaine. Est-ce que vous avez des conseils pour réussir à se faire recruter par votre intermédiaire? Alors ça va être très difficile parce que moi, malheureusement, je sais que j'adore les jeunes, et notamment les jeunes étudiants de grandes écoles, mais moi je les prends rarement avant 3 ans d'expérience professionnelle. Le conseil, vous savez, il est très simple, il est d'être à l'heure, d'avoir un regard bien franc, une poignée de main sympathique et de ne pas penser qu'on sait tout et qu'on a tout vu quand on démarre dans la vie professionnelle. Il faut à la fois essayer d'être très professionnel, c'est-à-dire d'étudier son dossier avant d'aller rencontrer quelqu'un. Et surtout quand on rencontre un chasseur de tête, si on a la chance d'avoir un rendez-vous, je pense qu'il vaut mieux aller regarder sur Internet qui il est, ce qu'il a fait avant et tout, parce que ça fait toujours plaisir de voir que les gens ont un peu préparé leur dossier. Et ensuite, eh bien, il faut être très créatif et ouvrir large, parce que tout le monde sait qu'en ce moment, c'est très difficile pour un étudiant, et notamment quelqu'un de sorti de grandes écoles, de trouver un job, que j'ai cru comprendre que dans certaines grandes écoles, 25% des étudiants ne trouvaient pas de job en sortie d'école. Je crois qu'il faut accepter de faire tout et n'importe quoi. Moi, j'arrête pas de dire aux étudiants, commencez par votre adresse personnelle, vous regardez ce qu'il y a comme société autour de vous, autour de votre domicile, et pointez-vous, allez voir les gens, essayez de faire un forcing sympathique en demandant à rencontrer le chef du personnel.
Si ça ne marche pas, écrivez-lui, mais allez vous-même porter une lettre et non pas un mail parce que vous serez très différent. Tout le monde envoie des mails aujourd'hui. Je pense que d'aller soi-même porter une lettre en mettant par porteur et avec monsieur le directeur du personnel, le directeur du personnel a plus de chances de lire la lettre. Et puis, lui expliquer que vous adorez sa boîte, que vous rêvez d'y entrer. Très important, il faut flatter la bête. Et puis ensuite, essayer d'avoir un poste chez eux. Parce que vous voyez, les étudiants, le problème de l'étudiant à l'heure actuelle, c'est qu'il sort de sa grande école ou de sa grande université en ayant des idées tellement précises de ce qu'il veut faire, et au niveau du salaire, et au niveau du secteur d'activité, etc., qu'à un moment donné, il s'est enfermé dans un schéma où il ne va rien trouver. Or, moi, j'arrête pas de dire, vous savez, moi j'ai démarré, servir des cafés en début de carrière, ça ne m'a pas vraiment gêné. J'ai démarré comme vendeuse chez Kodak Pâté, j'ai gravi les échelons toute ma vie, et bien qu'ayant un père industriel, vous voyez, ça ne m'a pas gêné de démarrer au ras des pâquerettes. Et vu d'après, j'ai peut-être mis un peu plus de temps à progresser, mais c'est sensationnel parce que je ne dois rien à personne, qu'à moi-même. Et vous voyez, j'ai pas, comme à l'heure actuelle, honte de faire des photocopies, de servir un café, et à la limite de faire n'importe quoi dans une entreprise à partir du moment où j'apprends et où je progresse. Hein, parce que voilà. Est-ce que lors de vos recrutements, vous avez vu des CV de personnes ayant fait une thèse de doctorat? Attendez, des doctorats, j'en ai vu forcément, ce sont des bac plus 6, 7, 8, enfin bon. 8. Vous savez, à un moment donné, bac plus 14, moi je ne prends plus. Hein. Parce qu'à un moment donné, le jeune qui n'arrête pas de faire des années supplémentaires d'études, c'est quand même quelqu'un qui a un peu peur d'entrer dans la vie active. Et donc moi, ça m'amuse, au bout de 6 ans, c'est bien, mais après, ou alors il faut carrément être taiseux, aller être chercheur au CNRS, ou faire sa médecine, ou j'en sais rien, mais il faut, à ce moment-là, c'est encore une autre voie, mais ce n'est pas la voie de l'entreprise. Vous pensez que les entreprises n'ont pas besoin de sorte de chercheurs pour... Non, mais attendez, monsieur, on ne peut pas répondre comme ça. Plutôt, Sébastien, pardon. On ne peut pas répondre comme ça. Il y a évidemment des entreprises qui cherchent des jeunes ingénieurs dans la R&D, etc., etc. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Mais il y a quand même, il faut juste faire un peu attention qu'à un moment donné, il faut faire ses preuves et se faire engager et voilà. Et avoir un peu une âme d'entrepreneur si on n'y arrive pas pour éventuellement monter un petit boulot ou faire n'importe quoi. Vous savez, une fois qu'on a le pied à l'étrier, c'est quand même plus facile de progresser que tant que vous n'êtes pas rentré quelque part, vous vous minez. Enfin, c'est triste la vie d'un étudiant s'il ne travaille pas, une fois qu'il est sorti de son école. Donc, pour moi, il faut faire n'importe quoi pour arriver à trouver un job, et de préférence dans un grand groupe, parce qu'évidemment, il vaut mieux démarrer plus bas dans un grand groupe qui va vous apprendre une méthodologie et qui va vous faire évoluer, ou alors il faut démarrer dans une toute petite société, mais il faut mettre les mains dans le cambouis, être prêt à faire tout et n'importe quoi, et grandir avec la société. Mais à un moment donné de sa vie, il faut quand même avoir été dans un grand groupe pour comprendre les méthodes, savoir ce qu'est un reporting, etc., etc. Vous savez, quand on est jeune, on croit qu'on sait tout faire, mais attention, c'est pas si simple que ça. Est-ce que vous donneriez les mêmes conseils pour un étudiant et pour quelqu'un qui viendrait chez vous et qui voudrait se faire recruter, mais qui aurait déjà plusieurs années d'expérience? Est-ce que vous auriez d'autres conseils Non, mais là déjà, ça va être un peu plus complexe, parce que s'il vient chez moi et qu'il a 3 à 5 ans d'expérience professionnelle, ça veut dire que nous l'avons appelé pour une mission ponctuelle. Donc là, je vais voir si son cursus professionnel colle à ma mission. Donc là, déjà, on va faire du cousu humain. C'est tout à fait la même chose qu'un étudiant qui peut regarder des tas de pistes et être un peu créatif. Mais de toute façon, ce qui sera pareil, c'est que j'adore les outsiders et que j'en présente depuis des années 1 sur 3 candidats présentés aux dirigeants. Il y a presque toujours quelqu'un qui ne correspond pas à ce qu'on m'a demandé. Vous savez, je suis un peu indiscipliné dans la profession. Et grand bien m'en a pris d'ailleurs, parce que dans 20% des cas, on en prend 2. Donc c'est tout bénéfice. Alors, qu'est-ce qu'un candidat qui ne rentre pas dans la norme S'il ne rentre pas dans la norme, mais qu'il est intelligent, précis, je ne sais pas comment vous expliquer ça, qu'on voit vraiment qu'il a faim, qu'il a envie de faire des choses, etc. Ça ne va pas être tout à fait identique à quelqu'un qui va venir se présenter et qui sera un peu trop calme, un peu introverti.
vous savez, quand on va rencontrer ou un chasseur de tête ou un dirigeant, moi je crois qu'il faut donner envie, faire envie. Il faut qu'on sente que la personne, que ce soit une jeune fille ou un garçon, ait vraiment envie de travailler, de faire des choses, qui s'intéresse, qui pose des questions, qu'il a regardé avec qui il avait rendez-vous avant d'arriver. Enfin, alors peut-être que je donne des vérités de la palisse, mais je peux quand même vous dire qu'il y a très peu de jeunes qui font ça. À mon grand étonnement, ils arrivent, ils n'ont pas du tout préparé leur dossier. Au mieux, ils arrivent à l'heure, au pire, ils n'arrivent pas à l'heure sans avoir appelé. Et je trouve ça un peu dommage, parce qu'il n'y a plus de règles et ça énerve les gens. Voilà. Mais parmi les personnes que vous chassez, là, c'est des personnes que vous allez voir. Donc, a priori, ils n'ont pas une motivation. C'est vous qui avez la motivation d'aller vers eux. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Ah bah, oui, mais j'ai la motivation d'aller vers eux. Effectivement, si ce sont des experts très pointus dans une practice comme le marketing, la supply chain, etc., et qu'on les a identifiés sur les annuaires des grandes écoles, effectivement, on va les appeler. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on sait très bien à qui on a parlé au téléphone, ou convoqué par lettre, et donc on sait qu'il a déjà le profil qui colle à ce qu'on cherche. Et là, je pensais que vous me parliez de gens qui viennent me voir, mais qui passent pas sur la base d'une mission ponctuelle. D'accord. Et sur la base d'une mission ponctuelle, c'est évident que si on les a appelés, on sait qu'ils ont un peu le profil, peu ou prou. Ensuite, ça va être leur qualité professionnelle, leur communication, leur côté sympathique, toujours leur envie de faire des choses. C'est cela qu'on va tester. Et leur créativité. Mais comment on peut voir la créativité? Bah, écoutez, quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, mais qui a été 2 ans dans la télévision et 3 ans sur un site industriel, on va se dire qu'il est un peu plus ouvert que quelqu'un qui a été 4 ans dans le même secteur d'activité sans bouger, par exemple. Puis ça peut être quelqu'un qui a, pendant ses études, qui a beaucoup voyagé, qui a vu des tas de choses, qui s'intéresse. Enfin, vous savez, en passant 1h15 ou 1 heure avec quelqu'un, on finit par mieux le connaître que sur la base d'un CV. Et vous pensez que c'est bien de changer souvent d'emploi? Enfin, régulièrement, enfin... Alors attendez, c'est pas mal, quand on démarre une carrière, de changer, on va dire, tous les 3-4 ans. Mais pendant 10 ans. Ensuite, ce qui n'est pas très bien, c'est de continuer à changer tout le temps. Parce que vous savez, il faut juste faire un petit peu attention qu'à un moment donné, juger quelqu'un s'il reste tous les 2 ou 3 ans quelque part, on ne peut pas le juger. Chaque fois qu'il part, on peut se demander s'il est parti parce qu'il n'avait pas atteint les objectifs ou s'il avait vraiment fait quelque chose. Donc moi, ce que je conseille, c'est que je comprends très bien qu'un jeune se cherche un peu et veuille essayer 2 sociétés différentes en début de carrière, mais ensuite, il faut quand même qu'il reste un petit peu plus longtemps dans chaque poste pour au moins tirer la quintessence de l'entreprise et voir comment on le fait évoluer, et puis éventuellement partir à l'étranger. Mais au sein du même groupe, au sein du même... Oui, vous savez, il y a une étude qui a été réalisée aux États-Unis où on comparait des sociétés avec un énorme turnover et des sociétés avec très peu de turnover. Et bien les résultats des sociétés avec peu de turnover étaient nettement meilleurs que les autres. Donc moi, je me dis que ce n'est pas par hasard. Les gens, quand on arrive à fidéliser les jeunes et les moins jeunes, et puis qui partent pas trop souvent, qu'il n'y a pas un turnover énorme, moi je trouve que c'est quand même plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a une bonne culture d'entreprise, que les gens sont heureux, c'est plutôt bien. Parce que vous travaillez beaucoup avec des grandes entreprises qui ont la possibilité de donner des carrières. Enfin moi je ne travaille pratiquement qu'avec des grands groupes internationaux. Nous sommes capables avec mon équipe d'envoyer des gens en Turquie, en Pologne, en Asie. J'ai d'ailleurs monté un partenariat avec l'Asie. Mais c'est toujours en partant d'un besoin d'un client. Hein. C'est ça qu'il faut juste comprendre. Et donc, on a... Vous savez, la chasse de tête, ça démarre pas. Moi, enfin, j'aime pas dire ça, mais pour se payer un chasseur de tête, il faut quand même que le salaire du candidat soit aux alentours de... moi, j'accepte les tout petits postes. C'est pas péjoratif. Hein. J'accepte les petits postes pour mes clients parce que je peux pas accepter les grosses missions et pas les petites pour eux. Et donc là, ça démarre à 60-70 000 euros par an. Ils sont déjà des salaires, comme vous le voyez, de 3 à 5 ans hein, d'expérience professionnelle. Même voire un peu plus. Voilà. Mais pour une société, se payer un chasseur de tête, il faut quand même qu'il y ait au moins 300 personnes. On va dire ça comme ça. Mais il ne faut jamais oublier que d'un autre côté, c'est assez sympathique parce que nous garantissons le service après-vente.
C'est-à-dire que lorsque l'on met en place un candidat, pour les jeunes à fort potentiel, on garantit 6 mois. Ça veut dire qu'avant 6 mois, s'ils ne font pas l'affaire, on recommence gracieusement notre mission. Et pour les cadres supérieurs, nous garantissons 1 an. Donc la chasse de tête, c'est quand même un métier où on risque. Il y a des risques. Et pour amenuiser ces risques, vous faites comment? Vous avez des tests ou des... Non, alors là, moi, les tests, j'y crois pas du tout. Je dois être la seule. Moi, il y a une chose à laquelle je ne croyais absolument pas, qui était la graphologie, quand j'ai démarré dans ce métier. Et maintenant, je trouve que c'est une science presque exacte. Pas exacte, mais presque exacte. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que nous lisons les graphologies aux candidats qu'on présente. Et là, on a fêté notre 1000e recrutement. Donc, on a lu 1000 graphologies aux 1000 candidats. Eh bien, il y en a, sur 1000, on va peut-être dire qu'il y a 10% qui ont dit que c'était totalement faux. Et tous les autres ont trouvé qu'ils n'en revenaient pas, y compris des anglo-saxons, pour lesquels c'est... ils sont en France, donc ils se plient aux exigences françaises, mais y compris des anglo-saxons qui n'y croyaient pas du tout. Et donc vous faites même vous-même de la graphologie? Non, je ne suis pas l'arroseur arrosé. J'ai une graphologue extérieure qui fait des graphologies pour moi, mais qui, là où je complique la tâche, c'est que je lui donne l'âge et les diplômes de la personne, le profil de poste, et elle me dit ce qu'elle voit directement lié à un poste. Donc c'est assez marrant, parce qu'elle n'a ni son nom, elle ne sait pas ce qu'il a fait, elle n'a rien, elle a très peu d'informations. Mais elle a le profil de poste en question. 50 ou 10 lettres de motivation ou lettres manuscrites elle a voulu envoyer pour chaque poste? Ah non, pour chaque poste j'en envoie 3. Ah oui, et 3 que j'ai envie de présenter. Vous savez, on apporte un conseil, nous les chasseurs de tête. Donc je envoie seulement, parfois j'en envoie 4 ou 5, parce que si j'hésite, mais entre vous et moi, c'est pas elle qui choisit les candidats. Je commence par faire mes choix. À un moment donné, je me dis, tiens, j'en ai 3 bons, là, je vais pouvoir y aller. Et c'est à ce moment-là que je lui demande de faire les graphologies des 3. Et pour être très franche, si elle est d'accord avec moi, je suis enchanté, ce qui est quand même très souvent le cas. Enfin, elle me conforte dans mes choix. Mais si elle n'est pas d'accord et que je trouve le candidat formidable, je le présente quand même. C'est pas elle qui choisit le candidat. C'est ce qu'on appelle un double check. Moi, je dicte une note à chaud après avoir rencontré chaque candidat et je vérifie par une graphologie. D'accord. Est-ce que vous voyez des évolutions dans le marché du travail à votre niveau depuis quelques années, depuis que vous travaillez, les étudiants ou les travailleurs ou les dirigeants, les cadres? Il y a déjà une évolution que je vois, mais elle est malheureusement, j'aimerais bien terminer par une note positive, elle n'est pas super positive. C'est que j'ai l'impression, et j'arrive pas bien à comprendre pourquoi, que tous les jeunes écrivent un peu sur tout et n'importe quoi. Alors vous allez me dire, ça va pas avec ce que vous avez dit des outsiders, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Quand on sait, parce qu'il y a des indiscrétions alors que les missions sont très confidentielles, par exemple, moi j'ai des chefs de produits qui m'écrivent pour un poste d'administrateur femme. Bon, excusez-moi, mais ça veut dire que ces jeunes personnes ne savent absolument pas ce qu'est un administrateur. Un administrateur de société, on est responsable pénalement, et inutile de vous dire qu'on ne peut pas être administrateur si on n'a pas dirigé minimum un département, soit une société, enfin, savoir lire des bilans, etc. Et quand vous voyez des jeunes chefs de produits de 30 ans, 28 ans qui vous écrivent pour être administrateur de société, ça fait sourire, quoi. Et ça, c'est un des exemples, mais j'en ai des foultitudes. Et je trouve un peu dommage qu'on n'explique pas aux jeunes la graduation des postes, comment ça se passe, pourquoi est-ce que ce poste-là est plus intéressant que celui-là, et qu'on n'explique pas vraiment, parce que c'est important quand vous entrez dans la vie active de bien comprendre un poste, quoi. Et je suis un peu étonné, je ne comprends pas ce qu'on raconte dans les écoles. Parce que franchement, j'ai quand même des surprises de temps en temps, et vraiment j'ai l'impression, moi je reçois des CV de cuisiniers de Hong Kong qui ont envie de venir à Paris. Vraiment, c'est pas de la blague, je reçois des trucs hallucinants qui me font marrer, mais honnêtement, encore le cuisinier de Hong Kong, si sa petite amie est française et qu'il a envie de venir ici, qu'il m'écrive, après tout, c'est plutôt sympa. Mais il y a quand même certains cas où je m'étonne que des jeunes ne comprennent pas une différence entre tel poste et tel poste, entre un dirigeant de société et puis un jeune qui démarre dans la vie active. Enfin, je sais pas, je suis un petit peu étonné de tout ce qui se passe. Alors, il y aurait peut-être une raison, peut-être, c'est qu'hélas, il y a de plus en plus de divorces. Les femmes travaillent maintenant pratiquement toutes. Et donc, je pense que ces pauvres jeunes, avant, ils rentraient chez eux,
et les parents leur expliquaient un peu des choses, tandis que maintenant ils sont livrés à eux-mêmes et ils ne se rendent pas toujours compte des différences et de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Bon, maintenant, je trouve quand même que la jeune génération est sensationnelle et qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de monter leur boîte. Et là, c'est pareil, il faut vraiment les aider parce que je ne suis pas sûr qu'ils se rendent compte. Ils se rendent tous compte de la partie sympathique, mais je ne suis pas sûr qu'ils se rendent compte de la partie difficile, hein, parce que c'est pas le tout de vouloir monter une boîte. Moi, j'ai quand même monté la mienne, je peux vous dire que c'était pas évident. J'ai quand même traversé 3 crises, 93, 2003, 2008, hein, où je suis très fier d'être toujours là, mais c'était pas si aisé. Et vous écrivez des ouvrages assez un peu militants, notamment sur les femmes. Est-ce que vous auriez des choses à dire sur les femmes d'aujourd'hui dans l'entreprise ou dans le recrutement? D'abord, moi, dès qu'on commence à me dire je veux un homme ou je veux une femme, je réponds systématiquement la même chose. Mon cher président ou mon cher ami, vous aurez un bon candidat. Je ne veux pas savoir son sexe, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que je trouve que cette histoire de vouloir que des femmes, et puis après, avant on voulait que des hommes dans les mondes automobiles, dans des mondes d'hommes on voulait que des hommes, je trouve ça un peu dépassé. Bon. Maintenant, ce qui est vrai, c'est quand une femme cadre, moi je vous parle de ce que je connais, cadre au cadre supérieur, est bonne, en général, elle est plutôt meilleure qu'un homme. Pourquoi? Parce que quand même, les femmes ont moins la langue de bois, adorent Radio Couloir, donc elles sont plus proches des gens, elles ont plus le coup de champagne facile, etc. Elles sont... Moi, je pense que les femmes cadres supérieurs sont très consciencieuses, et vraiment, encore une fois, elles sont très brillantes. Hein, mais bon, alors après, c'est un dialogue. Moi, vous savez, j'ai écrire un livre, Méfiez-vous des femmes. Pour ce livre, c'est 12 portraits de femmes que j'ai rencontrées, toutes à titre personnel ou professionnel. Et en fait, c'est pas méfiez-vous de toutes les femmes, hein, sinon je l'aurais écrit. C'est méfiez-vous de certaines femmes, un peu différentes. Nos petits portraits sont des portraits amusants. Je dois vous dire que ça commence par la Success Woman sans scrupules, il y a Jeune fille au père PERE, etc. C'est assez marrant, c'est un petit livre assez gai, plein d'humour, je crois. Eh bien, merci. Merci Sébastien.